percluse de douleur est allongée, les résultats de l'IRM à la main. Absence de masse des parties molles. Elle entend encore la rhumatologue lui dire en riant « Mais n'allez pas voir sur Internet, hein, madame ?» Comme si ce n'était pas la première chose qu'elle ferait en rentrant. Elle relit les résultats pour la 3e fois. Anomalie, blablabla. Et le radiologue s'est cru obligé d'ajouter « Absence de masse des parties molles ». Qu'est-ce que je fais de ça, se dit Lynn. Qu'est-ce que je fais de cette information, moi? C'est positif ou négatif? C'est peut-être bien de ne pas avoir de masse dans les parties molles. C'est vrai, quoi. Qui a envie de masse dans les parties molles? Lorsque son aînée rentre des cours, elle déboule dans la chambre de sa mère. « Maman, tu sais, j'ai de nouveau appris plein de choses intéressantes aujourd'hui. Tu savais que ce qu'on appelle couramment putois est en réalité une moufette? » Oh, moufette, c'est mignon comme tout, comme nom. Putois, ça sonne tellement rébarbatif. Oui, donc, quand on fait référence au putois dans Bambi, ce sont en fait des moufettes. Et la panthère, c'est en réalité un léopard. Le léopard, c'est brun avec des taches noires. Et la panthère aussi a des taches. Ah bon? Attends, je regarde, dit Lynn, saisissant sa tablette. Oh oui, dit, on voit les taches quand on observe attentivement. Ben ça alors. Oui, dit Daphné, c'est l'un des allèles du léopard. Allèle? Dit Lynn. Eh ben, je ferais bien de garder un dictionnaire sous la main quand tu es dans les parages. Sans relever, Daphné poursuit sans transition tandis que sa mère sourit intérieurement à l'entendre lui parler à un débit élevé comme si son temps était compté. « Tu vois la saucisse que j'ai mangée tout à l'heure ?»« Oui, je sais, c'est horrible, » l'interrompt Lynn. La jeune fille éclate de rire. « Non, mais je trouve que l'odeur est horrible. Depuis que je dissèque des rats, j'ai l'impression de sentir le cadavre chaque fois que j'ai de la viande en main. » Et toujours sans transition, elle continue. « Tu as entendu parler du fou à pieds bleus? C'est un oiseau, à pieds vert bleu. C'est un caractère sexuel. » « Je n'ai jamais entendu ça de ma vie, » dit Lynn. Elle lance une nouvelle recherche pour visionner les images qu'elle commente. « Waouh, comme c'est joli! Et en même temps, ça paraît tellement peu naturel. Je n'aurais jamais imaginé une telle couleur pour des pattes d'oiseau. Qu'est-ce que c'est passionnant, tout ce que tu apprends. » Oui, c'est vrai, mais je stresse déjà à l'idée des examens et je regrette de ne pas toujours être motivée. Je stresse car j'ai perdu du temps, j'ai déjà pris du retard. Arrête de stresser. Il n'y a même pas encore un mois que tu as commencé. Sois à 100% présente au cours, sois passionnée. Profite du bonheur d'apprendre tout ça. Oui, d'ailleurs, ce sont les cours où je suis en pleine conscience que je retiens le mieux. Le problème, c'est que je suis parfois démotivée. Bien sûr, mais n'écoute pas cette petite voix qui te dit « Tu n'y arriveras pas, tu n'étais pas en sciences fortes au lycée, tu n'y arriveras jamais. » Tu te souviens du film que nous avions regardé ensemble, Le guerrier pacifique? Oui. Nous avons tous cette petite voix. Il est inutile de la faire taire, la petite Daphné en toi, qui a besoin d'être rassurée pour 1001 raisons. Tu la balances de côté, ajoute sa mère, en joignant le geste à la parole, esquissant le mouvement de la brasse d'une seule main. Et tu lui dis « ta gueule, tu laisses écouter l'autre Daphné. » Bon, ta gueule est peut-être un peu excessif. Tu sais quoi? Tu lui donnes ses crayons à la petite Daphné et tu lui dis « Tiens, dessine-moi un manga plutôt et laisse-moi suivre le cours. » Arrive Lise qui les a entendus rire et qui demande de quoi elle parle. « Je ne suis jamais au courant de rien dans cette famille, » fait mine de râler l'adolescente. Daphné lui explique la différence entre un putois, qui est brun foncé en réalité, et la moufette que l'on confond avec le putois à cause de ses émanations pestilentielles. Lise, toujours le mot pour rire, rétorque. Tu vois déjà le gars en classe qui dit putois. Sa mère enchérit. C'est ça, et putois a une telle connotation négative, alors que moufette, ça fait mignon. Oh, la petite moufette.
C'est vrai quoi, dans putois, il y a pu, pute, et il y a toi, la coupe lise. Lynn aime tellement l'humour de ses filles qu'elle s'empresse de noter ses souvenirs dans son journal intime. Septembre. Daphné découvre la médecine. 3 jours de cours et déjà j'ai besoin d'un dictionnaire pour la suivre. Septembre. Toujours avoir un dico sous la main quand Daphné rentre des cours. Octobre. Daphné découvre le monde merveilleux. Les petits oiseaux, les petits poissons, les cellules qui font des petits, enfin, la reproduction asexuée pour être précise, car attention, ça rigole plus dans la chaumière. Octobre, l'émerveillement. Novembre, c'est attention aux bactéries. Prends pas cette brosse, c'est plein de bactéries. Des bactéries, on en a partout sur et dans notre corps. Novembre, la chasse aux bactéries. Les bactéries, les bactéries. Oui, et les maladies, ajoute Daphné. Décembre, c'est « Maman, à partir de maintenant, on ne fait plus son lit et on ouvre les fenêtres tous les jours, chaque matin, été comme hiver, parce que notre lit est un nid à acariens. » Bien, ma chérie. Lynn accumule les intuitions. Plus elle en a, moins elle les écoute. Et plus elle découvre pourquoi elle aurait dû écouter cette petite voix. Comme cet épisode dont elle se souvient encore plusieurs années plus tard. Elle roulait sur le trajet qu'elle avait l'intention de prendre pour se rendre de l'autre côté de la Meuse à Huy. Alors qu'elle se trouvait au feu rouge, avant d'accéder à la rue Neuve, elle avait capté l'information qu'elle devait tourner à gauche. Tourner à gauche ? N'importe quoi, avait réagi Lynn. Je suis déjà en retard. Si je tourne à gauche, je vais me retrouver dans un dédale avant de pouvoir traverser la Meuse. Elle avait donc emprunté la rue Neuve et s'était vite retrouvée coincée par des barrières. La rue avait été bloquée pour des travaux. Comment avait-elle pu en être informée ? À croire qu'un nombre d'automobilistes avaient pesté comme elle en découvrant cette surprise et avaient laissé une trace entre guillemets dans l'inconscient collectif. Surprise que les autorités avaient jugé inutile de signaler à l'entrée de la rue, ça aurait été beaucoup moins drôle. Revenant au présent, installée confortablement dans son canapé, elle se remémore 2 autres expériences qu'elle a vécues. À 2 reprises, elle avait repensé à un concours auquel elle avait participé, et les 2 fois, elle avait découvert le lendemain les tickets dans sa boîte aux lettres. Pendant toute cette période, elle avait joué des dizaines de fois et n'avait gagné que 2 fois des tickets envoyés par la poste. Et dans les 2 cas, c'est comme si elle en avait été informée au moment où la personne rédigeait l'enveloppe à son nom, puisque le courrier arrivait le lendemain. Lynn interpelle son primate préféré. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Serions-nous des étoiles ? Serions-nous déjà morts et juste le reflet de ce que nous avons été ? Ce seraient des souvenirs qui me reviennent ? Je voudrais tellement comprendre le mécanisme. C'est terriblement angoissant quand même. Que crains-tu ? Demande l'hominidé. Ce que je crains, c'est plutôt une terreur, oui. De ne pas savoir à quoi ça rime tout ça. Les tremblements de terre, les abominations des terroristes, les guerres, les mesquineries. Quel est le sens de tout ça ? I will never know how men can see the wisdom in a war, chante Chryseberg dans ma tête. Je voudrais avoir des certitudes, pouvoir me rattacher à quelque chose de concret, trouver des réponses. Tout existe déjà, tout est dit, tout est écrit, ou pas, répond le primate.
Toutes les réponses existent. Dommage que personne ne pense à poser les questions. Parle pour toi. Parle pour toi, parle pour toi. Le ton sur lequel il me parle, celui-là, bougonne Lynn en elle-même. Il est poilu comme un mammouth et il parle comme s'il était prophète. Elle reprend. Justement, à partir du moment où le franc tombe, où tu prends conscience que tous les écrits, absolument tous, que ce soit des livres, des textes sacrés, la Bible, le Coran, la Torah, etc., ont été rédigés par des humains, ont été pondus par un cerveau d'humain, tous. Comment peux-tu croire que tel ou tel détient la vérité ? L'hominidé lui jette le regard genre « Allons, voyons, tu as déjà appris ça. Nous avons déjà eu cette conversation. » Lynn comprend. Elle se rend bien compte qu'elle ressasse sans cesse les mêmes rengaines et reprend son monologue. Oui, ok, chacun se fait sa propre opinion. La vérité est en toi, blablabla. Bla bla. Recentre-toi sur toi-même, concentre-toi sur ta respiration. Vis en pleine conscience, fais de la sophrologie, des méditations. À force, je me demande pourquoi je ne flotte pas encore à 10 centimètres du sol. Sa tirade déclenche une lueur amusée dans l'œil du primate. Mais Lynn poursuit, échauffée. Bien évidemment que les traditions orales, les écrits, toutes ces instructions, entre guillemets, ont été transmises parce que les gens pensaient bien faire. Et s'ils s'étaient trompés ? Regarde les premiers intéressés, les premières personnes chargées de l'instruction, de l'éducation, ce sont les parents. Qu'est-ce qu'on peut se planter en étant parent ? C'est pour ton bien, tu parles. À tous les coups, si c'est pour ton bien, tu peux t'attendre à passer un mauvais quart d'heure. Et les prénoms alors ? Tristan, Ryan, quelle charge émotionnelle inconsciente on inflige à nos enfants en les prénommant. Ryan, qui s'écrit comme riant, on ne peut qu'imaginer la joie évidente de l'enfant, mais alors Tristan, et encore, je ne te parle pas de Dolores, qui veut dire douleur en espagnol. Lynn dévie ses pensées vers un questionnement plus positif. Qu'ont tous les hommes en commun ? Qu'est-ce que l'humanité entière a en commun, à part le sang rouge et les larmes salées ? L'amour, la musique, l'art. Elle est ramenée sur terre par Daphné qui, à peine rentrée des cours, dépose son sac sur une chaise, s'assied en face de sa mère et se met à débiter ce qu'elle comptait visiblement lui apprendre de toute urgence. « Maman, si tu savais tous les vecteurs de maladie, quelle horreur !»« Oh, dit-elle en agitant la main. « Toutes les bactéries que tu peux avoir dans ton corps et tout, c'est dégueulasse. Et en plus, quand tu les vois de près, t'es là, mais ça sur mon corps, au secours. D'ailleurs, au fait, maman, il y a... » Alors elle dit maman, comme s'il y avait quelqu'un d'autre dans la salle, la coupe Lynn. La jeune fille rit, puis enchaîne. On a vu un autre truc aujourd'hui, c'est un espèce... Ça fait partie des arthropodes, mais c'est en fait un truc transparent, mais tellement minuscule que tu ne le vois pas. C'est toujours une espèce, corrige la mère. Une. Et en fait, ça rentre sous ta peau, donc ça vit dans ton épiderme, et ça se reproduit, genre, et ça avance chaque fois de 2 millimètres. C'est la gale, c'est pas ce qu'on appelle la gale, féline, dont la voix a dérapé sous l'effet de la répulsion. Voilà, c'est ça. C'est monstrueux, dit Lynn. Oui, c'est horrible, dit Daphné. Et après, ça vit à l'intérieur de toi, tu vois. Ça sortira jamais de toi parce que ça meurt à l'intérieur de toi. Ça sortira jamais. Ça reste dans ton épiderme, tu vois. C'est dégueulasse. On a eu quelque chose de similaire, lui dit sa mère. On avait des aoutas dans le jardin. Les aoutas, c'est comme ça aussi.
Non, je ne veux pas des bactéries, de toutes ces bestioles. Daphné fait le geste de tourner les pages d'un grand livre les unes après les autres, comme pour chasser les images. Quand je vois tous ces trucs, dit-elle, c'est dégueulasse. En plus, il y a même des vers et tout qui... Ah non, dans tes estomacs et tout. Lynn, je pense que je n'en ai qu'un. Elle rit, se reprend et poursuit. Et en plus, on doit regarder les images. Déjà, rien que de regarder les araignées. Oh non, loin, loin. Loin, loin, qu'elle dit. En plus, maman, tu savais qu'à la base, il y a très très longtemps, les scorpions vivaient dans l'eau et ils faisaient 60 centimètres. Non, non, fait sa mère incrédule. Ou mètres, je ne sais plus, continue Daphné. 60 centimètres, c'est déjà énorme pour un scorpion. Oui, 60 centimètres. Ah, ça, dit Lynn, on est content que ce soit exterminé. Mais à l'époque des dinosaures, tout était démesuré, en fait. Enfin, presque tout. Daphné continue. La prof nous a dit que les scorpions ne sont pas mortels à la base. Leur piqûre fait très très mal. Tu le sens et tout. Mais normalement, tu as simplement un gonflement, sans séquelles ni rien. Ah bon? En fait, ça dépend, parce qu'il y a 2 races de scorpions qui sont mortels. C'est aux pinces qu'on les reconnaît, car les scorpions qui ont des pinces plus petites et on dirait plus fragiles ont un venin beaucoup plus puissant que les scorpions qui ont de grosses pinces. Et les scorpions se mangent entre eux. Ils vivent surtout du cannibalisme. Tous les faibles, tous les scorpions malades autour d'eux, ils les dégomment. Ah? Ben, faut faire comme dans les séries policières, dit Lynn. Les flics crient toujours « Je veux voir vos mains, montrez vos mains, je veux voir vos mains !» Eh bien, c'est la première chose à crier quand tu rencontres un scorpion. Daphné éclate de rire et dit « Elle me tue !» Puis elle enchaîne. « Et il y a aussi les tiques. » Ah oui, les tiques, c'est immonde. Oui, c'est immonde. À la base, c'est plat, et puis quand ça suce ton sang, ça gonfle. Yerk, immonde, immonde, immonde. Et tu savais que l'étoile de mer est un prédateur, dit Daphné. Bah alors, où va-t-on si même l'étoile de mer s'y met? Daphné rit et reprend. Et tu sais que les chimpanzés se liguent pour tuer un membre de la tribu violent qui les tyrannise? Ce ne serait donc pas vrai que seuls les êtres humains tuent pour une autre raison pour se nourrir, songe Lynn. Blanc, noir, jour, nuit. Excuse-moi, dit-elle à Daphné, j'avais la tête ailleurs. J'ai raté ta dernière phrase. Non, je n'ai rien dit, c'est tout ce que je voulais te raconter, dit la jeune fille dans un sourire, avant de ramasser ses affaires pour les emporter dans sa chambre. Un tambourinage sur la porte annonce l'arrivée de Lise, qui ne parvient pas à insérer sa clé dans la serrure, celle de sa mère étant fichée de l'autre côté. Lynn se lève pour aller ouvrir à sa cadette et la salue. À l'instant où elle pose le pied dans l'appartement, Lise, radieuse, déclare « Tous les bébés se ressemblent !» Lynn note avec soulagement que l'humeur de son adolescente qui rencontre des difficultés au lycée est soudainement moins morose. Sans perdre une seconde, Lise enchaîne, tandis que toutes deux s'installent à la table de la salle à manger pour papoter. Tu aurais dû voir ma tête cet après-midi lorsque je suis arrivée au manège et que j'ai vu le cookie. Tu sais, comme un vrai cookie, beige avec des taches foncées. J'avais vu une espèce de petite tache brune qui courait dans tous les sens dans l'enclos, juste à côté du box où se trouve le cheval que je monte habituellement. Normalement, dans cet enclos, il y a un gros blanc, on va dire. Un gros blanc, s'esclave sa mère. Oui, un gros blanc et une grosse brune. Lynn éclate de nouveau de rire tandis que Lise précise. Bon, ils ne sont pas gros,
Mais comme ce sont des poneys Shetland, ils sont courts sur pattes et paraissent enrobés. Et là, tout à coup, je vois cette fusée beige et je me demande qu'est-ce que je regarde. Qu'est-ce que je regarde imite Lynn dans un rire. Lise continue. Je me suis dit, mais ils ont foutu un chien là-dedans. Lynn rit de plus belle. J'ai donc demandé à une dame, il y a un nouveau dans l'enclos? Et elle m'a répondu, c'est un bébé qui est en vacances ici. Et il s'appelait vraiment Cookie? Ou bien c'est toi qui l'as surnommé comme ça? Demande Lynn. Non, non, c'est son vrai nom, dit Lise, qui continue. Je me suis approchée de l'enclos et je vois qu'il me suit. Il tourne en rond, une vraie fusée. Moi, je rentre dans l'enclos et il fonce vers moi, se frotte à mes jambes. Il demandait clairement des caresses. Ce qui était drôle, c'est qu'il couinait, des petits couinements comme ça, tout mignons. Je lui ai dit, mais t'es un poney ou un chien? Je t'assure, il était tout petit, ridicule. Il avait une espèce de touffe comme une couronne sur la tête, et c'était long à l'arrière. Une crinière démesurée pour sa taille. Oh, tu ne lui as pas dit, j'espère. Si, je lui ai dit, tu es ridicule. Oh, le pauvre. Mais non, il savait que je disais ça pour rigoler. Il était juste ridicule avec toute cette grosse crinière et son tout petit corps. Il était quand même mignon, tu sais, ça couinait de partout. C'était assez chou. En même temps, c'était bizarre parce que les autres, tu sais, ne font pas de bruit. Et lui, il couine. Tu as vraiment l'impression qu'on le squeeze. Eh ben, dit la mère, les deux autres devaient être contents du nouveau venu. Oh non, pas du tout, répond Lise, qui n'a pas perçu l'ironie dans la voix de sa mère. Ils étaient là en mode « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on nous a mis dans notre enclos ?» D'habitude, ils accourent dès qu'ils nous voient en mode « Il y a de la bouffe ?» Lynn éclate de rire en voyant le mime burlesque de Lise qui a rejeté la tête vers l'arrière, le cou tendu dans une imitation hilarante des poneys. La jeune fille continue. Mais là, non, ils restaient dans leur coin. Elle rit quelques secondes, puis repart de plus belle. Je te jure, le Cookie courait partout. Et un poney, c'est déjà pas grand, tu vois. Ben lui, en fait, il essayait de passer en dessous des deux autres. Oh non, Féline, écroulée de rire. C'était assez marrant, dit Lise. En fait, il n'obéissait pas du tout. Bon, c'est pas comme si les autres obéissent non plus. Ils ont un abri et ce n'est déjà pas de la tarte de les faire rentrer là-dedans, les deux grands. Tu dois déjà tirer comme un malade. Mais le petit, il n'y a juste pas moyen. Tu essaies de l'attraper et il croit que tu joues, lui. Il commence à sauter de partout. En fait, c'est un mélange entre une chèvre, un chien et un poney. Il sautait partout et c'est ça qui le rendait ridicule, avec son espèce de moumoute sur la tête. Tu voyais à la tête des deux autres qu'ils pensaient « On n'en peut plus, sortez-le de notre cage !» souffle Lise, mimant les quadrupèdes au bord de l'apoplexie. D'où ça sort, complète Lynn, imaginant ce que diraient les poneys devant le nain. Mais le pire, c'est que nous, on faisait de l'équitation en face, et mon cheval, comme par hasard, était celui qui bougeait le plus. Or, à chaque fois qu'il passait près de l'enclos des poneys, t'avais le petit qui faisait des allers-retours comme un débilos. Qui est débilos? Demande Daphné, qui rentrait à son tour et a surpris la fin de la conversation. Lise se fait un plaisir de raconter une nouvelle fois son histoire à sa sœur qui s'installe près d'elle. Daphné écoute patiemment, puis claronne tout aussi joyeuse que sa sœur. « Je suis un zygote, je suis née. » Elle aurait fait « tada !» Elle aurait eu le même effet tellement son ton est passionné. Et la voilà lancée dans son explication. À la base, on est tous des zygotes diploïdes. Diploïdes, répète Lynn, tandis que Lise, lassée d'entendre Daphné parler constamment de ce qu'elle apprend au cours, bâille ostensiblement. Oui, diploïdes. En fait, tout le monde entre guillemets, on est des organismes pluricellulaires diploïdes. Et donc, comment dire, tous nos chromosomes sont par paire autosomes.
On en a 22 et on a une paire de chromosomes sexuels, donc qui désigne soit que tu es une femme, tes chromosomes sont tout à fait homologues, représentés par deux X, soit l'un est tout à fait homologue et l'autre est partiellement homologue. Et là, c'est chez les mecs. Donc XY. La petite tute, on la voit bien, dit sa mère, mimant le V de la victoire de la main gauche et y collant l'index droit pointé vers le bas qu'elle agite. Oh là là, elle me tue, c'est quoi ce geste? Le Y, il a une petite tute, on la voit bien. D'accord, on ne va pas relever, dit l'aîné. Et nos chromosomes sexuels, ils subissent une méiose. Une myose ou une méiose? Interroge la mère. Une méiose. C'est une division cellulaire qui donne les gamètes, qui sont les spermatozoïdes et les ovules, ou les ovaires, je ne sais plus. Les ovules, dit la mère. Oui, c'est ça. Donc, en fait, tu as un spermatozoïde et un ovule qui vont se rencontrer, fusionner et donner un zygote diploïde. Et le zygote diploïde, c'est nous. Il va... Parle pour toi, la coupe sa mère. Je ne me sens pas particulièrement zygote, moi. Tout le monde, fait Daphné, avant d'achever sa phrase. Il va se développer. Ouh, la coupe lise, les deux poings levés, face vers l'avant en signe de victoire, déclenchant un fou rire généralisé lorsque son public a compris par ce geste éloquent qu'elle cherchait à faire passer le message « Ok, on est content, il va se développer. On peut passer à autre chose maintenant ?» car elle voulait surtout faire cesser la leçon qui la rasait. Se tournant vers sa mère, Lise lui pose la question qui lui brûle les lèvres. « Pourquoi est-ce que je pourrais pas avoir un chat? Je te jure que je m'en occuperai. » Tu sais bien ce que je pense des animaux domestiques. Il faut te mettre à sa place. Il resterait enfermé toute sa vie. Nous n'avons même pas un balcon pour qu'il puisse sortir. Et puis, souviens-toi, je t'ai raconté à quel point j'étais malheureuse d'avoir perdu mon chien quand j'étais jeune. Je ne veux plus revivre ça. On s'attache et puis il meurt. Bon, d'accord. Mais moi, je sens que ça m'aiderait d'avoir un chat. Lise, dépitée, se lève pour aller dans sa chambre. Sa sœur lui emboîte le pas. Lynn se met au fourneau pour préparer le dîner. Le soir, alors que Lise est dans sa chambre, Daphné vient trouver sa mère. Lynn avait éclaté de rire juste avant que la jeune fille n'ouvre la porte du salon. « Pourquoi tu ris ?» demande-t-elle. Mais elle doit attendre, riant elle-même par anticipation, que sa mère calme son fou rire. « Je suis en train de relire vos bêtisiers, Lise et toi. Et je viens de lire ce que tu avais sorti à tonton Thierry quand tu avais 4 ans. Thierry et Hector étaient venus faire du babysitting. À un moment donné, Lise appelle de la toilette pour dire qu'elle a fini. Thierry s'exécute, et toi qui l'as suivi, tu lui sors admirative. « Oh, tu sais aussi frotter les pets, parrain. C'est bien ça. » Lorsqu'elles sont calmées, Lynn demande à sa fille « Tu voulais me parler ?» « Oui, je suis allée trouver Lise dans sa chambre et elle n'a pas le moral. J'ai mal au cœur pour elle. Je crois vraiment que ça l'aiderait d'avoir un chat. Tu sais, j'ai une copine dont la chatte va bientôt avoir des petits. On pourrait faire la surprise à Lise. Non, je suis désolée, la coupline, mais c'est non. Je n'ai pas envie de prendre la responsabilité d'un autre être.